Bonjour à tous. Réveillon de Noël oblige, nous allons parler de Joseph et Marie. Plus précisément de Joseph Rougier et Marie Auguste, deux amants dont les époux respectifs ont été assassinés en 1844. L'histoire se déroule à Vendôme, une ville au demeurant magnifique du Loir-et-Cher. Bon visionnage. Nous sommes en 1841 à Vendôme, commune du Loir-et-Cher de 9000 âmes environ. Comme chaque matin, François Auguste ouvre les portes de son établissement, le café de Constantine. Installé en ville depuis peu, François Auguste et son épouse Marie s'intègrent bien parmi les Vendômois. Le café de Constantine a même déjà ses habitués, notamment Joseph Rougier, un sabotier de 26 ans marié à Marie-Madeleine, une lingère de 2 ans son aînée avec laquelle il a un enfant. Avec le temps, les Auguste et les Rougier se rapprochent. François Auguste et Joseph Rougier deviennent bons amis, et Marie-Madeleine Rougier travaille ponctuellement comme femme de ménage pour Marie Auguste. Une rumeur commence aussi à courir. Joseph et Marie s'adonneraient à des choses pas très catholiques. Et la rumeur dit vrai. L'attirance de Joseph Rougier pour cette femme autoritaire de 37 ans est a priori étrange, mais la carapace de Marie Auguste dissimule un attrait redoutable, son goût pour la bagatelle. Très fiers de leurs ébats, Joseph Rougier les décrit volontiers à son ami et confident, le tailleur Pierre Joubert, lequel se méfie de Marie Auguste. Elle doit ourdir un mauvais coup pour prix de sa débauche. Mais Joseph Rougier ignore ces mises en garde. Pendant ce temps, François Auguste semble indifférent, en tout cas en public. Lui et Joseph Rougier demeurent même bons amis, du moins en apparence. Le matin du dimanche 31 mars 1844, jour des rameaux, Joseph Rougier se rend à la pâtisserie de M. Breton où il achète des brioches. Puis se dirige vers le café de Constantine où l'attend François Auguste. Pierre Joubert est également en chemin. Attablés avec une bouteille de blanc, les trois hommes bavardent en dégustant les viennoiseries. François Auguste avale ensuite un bol de soupe au lait préparé par sa femme, puis se rend à la messe des rameaux à laquelle il assiste péniblement, se sentant de plus en plus nauséeux. Sans doute s'en veut-il d'avoir mangé de la brioche, étant incommodé depuis quelques jours, une telle gourmandise n'était pas raisonnable. Mais de retour chez lui, la situation s'avère bien plus sérieuse. Il vomit abondamment et son état se dégrade inexorablement. Il meurt une semaine plus tard, le 7 avril vers 17 heures, jour de Pâques. Marie Auguste ne semble étrangement pas atteinte par le décès de son mari, organisant même son inhumation avec un mélange incongru d'indifférence et d'empressement. Plus étrange encore, François Auguste était dans la force de l'âge et jusqu'à tout récemment en bonne santé. D'aucuns trouvent donc étonnant son trépas si brutal, à commencer par son médecin, le docteur Satis. Et ce n'est pas fini. Le 3 mai, Marie-Madeleine Rougier est chez Marie Auguste en train de laver son plancher. Marie Auguste l'invite à faire une pause et lui sert un café. Tourmentée peu après par de vives douleurs à l'estomac, Marie-Madeleine Rougier s'en retourne chez elle. La voyant bien mal en point, Joseph Rougier court chercher le docteur Satis. Le médecin lui prescrit des potions calmantes et la fait jeûner. Son état semblant s'améliorer durant les jours suivants, le docteur Satis autorise des repas frugaux. Marie Auguste vient alors régulièrement prendre de ses nouvelles et se montre attentionnée, lui servant régulièrement à boire. Mais s'alimenter ne lui réussit pas. Les vomissements reprennent et son état ne cesse dès lors de s'aggraver. Un lavement est finalement tenté en désespoir de cause, mais rien n'y fait. Elle meurt le lundi 21 mai 1844
après une lente agonie. Les circonstances de ces deux morts laissent le docteur Satis très circonspect. Suspectant un double empoisonnement à l'arsenic, il se rend chez le procureur du roi afin de lui recommander l'ouverture d'une instruction. Il signale également au magistrat la proximité licencieuse entre Joseph Rougier et Marie Augu, soupçonnés depuis belle lurette d'être amants. Le procureur s'empare de l'affaire et ordonne aussitôt l'autopsie de Marie-Madeleine Rougier. Elle confirme les craintes du docteur Satis. De l'arsenic est retrouvé dans l'estomac et les intestins. Joseph Rougier est placé en état d'arrestation. La dépouille de François Augu est ensuite exhumée afin d'être autopsiée à son tour. Sans surprise, de l'arsenic est retrouvé dans son organisme. Marie Augu est arrêtée. Incarcérés dans l'attente de leur procès, les deux accusés nient avoir assassiné leurs époux respectifs. Le procès s'ouvre le 15 novembre 1844. Les assises de Blois sont prises d'assaut par de très nombreux curieux venus de tout le Loir-et-Cher. La garde a dû être exceptionnellement renforcée de 200 hommes. Joseph Rougier est le premier accusé à comparaître. Contre toute attente, il passe de lui-même aux aveux. Lui et Marie Augu ont bel et bien assassiné leurs époux. Elle lui a fait acheter de l'arsenic et l'a persuadé d'empoisonner François Augu avec elle le 31 mars. Lui avec une brioche et elle avec de la soupe au lait. Quant à Marie-Madeleine Rougier, Marie Augu l'a empoisonnée seule, une première fois le 3 mai avec un café, puis tout au long du mois de mai, profitant de ses visites pour l'empoisonner à petit feu. Opposé à l'assassinat de sa femme, il ne l'a pourtant pas empêché, et pour cause, Marie Augu menaçait de le dénoncer pour celui de son mari. « Messieurs, je veux tout vous dire. J'ai caché la vérité, mais j'ai besoin de décharger ma conscience. J'ai commis les crimes avec la femme Augu, elle a fait tout mon malheur. Aussitôt que je l'ai connue, elle m'a entraîné par son enthousiasme et son intrigue. Elle a d'abord donné à son mari du vert-de-gris mêlé dans des pommes de terre. Et lorsque M. Augu est allé chez le médecin, ce cœur de poulet qu'elle me disait, il va voir M. Satis. Lorsqu'elle a vu qu'elle ne pouvait le tuer par le vert-de-gris, elle m'a déterminé par ses intrigues à acheter de l'arsenic. Je me suis procuré le poison chez M. Desronzières et nous avons partagé. Nous sommes convenus d'en mettre moi dans une brioche, elle dans la soupe au lait. Voilà comment M. Augu a été empoisonné. J'avais bien regret de ce que je venais de faire, mais la femme Augu a voulu aussi empoisonner ma pauvre femme. Je refusai, mais elle m'a menacé de me dénoncer. Si vous ne voulez pas, disait-elle, je vous dénonce. C'est vous qui avez acheté l'arsenic et la brioche, on ne pourra rien dire de moi, et vous serez condamné. J'en ai vu bien d'autres, me disait-elle encore. J'ai su qu'au Mans, 2 personnes qui étaient accusées avaient nié en se rejetant tout l'un sur l'autre, et on les a acquittés. J'ai cédé à ces menaces, et ma passion m'a perdu. J'ai acheté de nouveau du poison, j'en ai donné la moitié à la femme Augu pour empoisonner ma femme, et elle m'a dit de jeter l'autre moitié dans mon grenier, comme pour empoisonner les rats. La femme Augu a donné le poison à ma femme le 3 mai, dans une tasse de café, un jour qu'elle était allée laver au plancher de la femme Augu. Ma femme, depuis ce jour, ne s'est pas relevée. Elle a éprouvé des vomissements et des coliques. Pendant sa maladie, on lui a fait probablement encore prendre de l'arsenic. Elle est morte le 21 mai, ma pauvre femme. Maintenant, ma conscience est déchargée et je me repens bien de mes crimes. Faites de moi, messieurs, ce que vous voudrez. Je suis à votre disposition. » Profitant des aveux de Joseph Rougier, Marie Augu essaie, quant à elle, de lui faire porter le chapeau et même de nier leur liaison, pourtant largement établie durant l'enquête.
Elle ignorait tout de son projet d'assassiner son mari et sa propre femme, se dépeignant comme une épouse amoureuse, devant sans cesse conduire Joseph Rougier, à l'évidence obnubilé par elle. Son regard se dirige ensuite vers Pierre Joubert, dont le témoignage confirmera soi-disant le sien. Si monsieur Rougier a une âme à sauver, qu'il dise la vérité. Sa déclaration est un tissu de mensonges. Jamais monsieur Rougier ne m'a confié ses projets, jamais je n'ai connu l'arsenic, jamais je n'ai vu d'arsenic. On ne me fera pas dire autrement parce que cela est la vérité. J'aimais mon mari, il était bon pour moi. Si j'avais su les projets de ce monsieur, je les aurais bien empêchés. Monsieur Rougier me poursuivait partout, et je l'engageais à retourner à son ouvrage. Monsieur Joubert pourra vous le dire. À la face de Dieu, je suis innocente. Je n'ai jamais touché l'arsenic, jamais je n'en ai vu. Pierre Joubert s'empresse de décevoir Marie Auguste. Il confirme sa liaison avec Joseph Rougier, décrit comme un homme sous son emprise. Il la voyait se jouer de lui, usant pour se faire dans l'intimité de ses charmes. Afin d'appuyer ses dires, il entreprend de relater à la cour certaines confidences très détaillées de Joseph Rougier sur ses pratiques avec Marie Auguste. Excessivement détaillées d'ailleurs, il écope rapidement d'un rappel à l'ordre. Il affirme ensuite avoir vu un jour Joseph Rougier tenant un paquet d'arsenic. Craignant le pire, il le supplia en vain de le lui remettre. 4 jours plus tard, Joseph Rougier lui assura s'en être débarrassé. À l'évidence, il mentait. Pierre Joubert fait finalement une révélation à la cour. Marie Auguste est venue s'offrir à lui après l'arrestation de Joseph Rougier. Se sachant à la veille d'être arrêtée à son tour, sans doute cherchait-elle à manipuler un futur témoin clé, comme elle manipulait Joseph Rougier. Et il le reconnaît, il a cédé à ses avances. Invité à donner son opinion, il croit Joseph Rougier coupable de l'assassinat de François Auguste, mais innocent de celui de sa femme. Monsieur Morel, charcutier, se déclare également au fait depuis longtemps de la liaison entretenue par les accusés, ayant été témoin durant 18 mois de la présence continue de Joseph Rougier chez Marie Auguste. Avant l'arrivée des Auguste à Vendôme, les Rougier faisaient selon lui bon ménage. Il en est persuadé, Marie Auguste est l'instigatrice de ce double empoisonnement. Monsieur Breton, pâtissier, confirme l'achat de 6 brioches le 31 mars 1844. La transaction s'est faite en 2 temps et de manière étrange. Il vint une première fois pour demander une brioche crue, prétendant en avoir besoin pour un pari. Puis revint peu après, le pari avait été soi-disant annulé, et il demanda l'enfournement de la brioche. Il l'avait marqué, a surveillé le four durant toute la cuisson, et fut pris de panique lorsqu'il ne retrouva pas sa marque à la sortie du four. Il reconnut finalement sa brioche, en demanda 5 autres, et s'en alla. Madame Venier, commerçante, se souvient d'une phrase glaciale de Marie Auguste. Plaignant Joseph Rougier, alors très affecté par la mort de sa femme, Marie Auguste aurait rétorqué « Il faut savoir s'en consoler, j'ai bien perdu 2 maris, moi !» Invitée à confirmer, Marie Auguste ne s'en rappelle pas, mais précise tout de même « Que voulez-vous ? Chacun a son caractère. » Adélaïde Leblanc, domestique des Auguste, se souvient de sa maîtresse prophétisant la mort de Marie-Madeleine Rougier. « Remarquez ce que je vais vous dire. Elle ne sera pas longtemps en vie. Est-ce qu'un homme de 28 ans peut être heureux avec une femme qui ne veut pas le voir? Il ne le sera que quand elle n'existera plus. » Adélaïde Brélan, couturière, a appris la mort de Marie-Madeleine Rougier de la bouche de Marie Auguste, croisée dans les rues de Vendôme le jour de son décès.
L'annonce fut pour le moins abrupte et curieusement formulée. La femme Rougier est bien morte où elle est, et son mari n'a rien à craindre, il est bien innocent de sa mort. Madame Cormier-Aubanel relate une scène poignante et lourde de sens. J'ai été témoin des derniers instants de la femme Rougier. Elle était à toute extrémité. Lorsque la femme Auguste survint à son chevet, la femme Rougier lui lança, de ses yeux mourants, un regard extraordinaire. Puis, se tournant vers son mari, elle lui dit « Je t'en prie, ne m'abandonne pas ». À quoi celui-ci répondit « Sois tranquille, je ne t'abandonnerai pas ». Joseph Rougier aurait ensuite mis Marie Auguste à la porte. Finalement entendue malgré les liens familiaux à la demande du président, Madame Rougier et Madame Rousseau, respectivement la mère et la belle-mère de Joseph Rougier, confirment la présence régulière de Marie Auguste chez les Rougier durant l'agonie de Marie-Madeleine Rougier, et elles l'ont vue à diverses reprises lui amener à boire. Peu avant sa mort, Marie-Madeleine Rougier leur a même confié craindre Marie Auguste et la soupçonner de ne pas être étrangère à son état. À la fin de cette audition, qui résonne particulièrement avec le témoignage de Madame Cormier-Aubanel, la salle est traversée par une vive émotion. Le 17 novembre 1844 à 21h30, les jurés s'enferment dans la salle des délibérations. Ils ne s'y attardent guère, sortant de la salle à 22h15 avec leur verdict. L'impatience est à son comble. Invité à lire le verdict, le président du jury déclare Marie Auguste coupable d'empoisonnement sur son mari et Marie-Madeleine Rougier. Joseph Rougier est déclaré coupable de complicité d'empoisonnement sur François Auguste. En conséquence, la Cour les condamne tous deux à la peine de mort. Terrassé, Joseph Rougier doit être soutenu par les gendarmes. Marie Auguste ne réagit pas. Fait rare, l'exécution aura lieu à Vendôme plutôt qu'à Blois, chef-lieu où se déroulent normalement les exécutions. Il est 22h30, le procès est terminé. Satisfaite, la foule se calme et se disperse. Le pourvoi en cassation tenté par les avocats est rejeté le 30 janvier 1845. Il reste le recours en grâce, mais il n'a évidemment aucune chance d'aboutir. L'exécution est programmée pour le 25 février 1845. Transportée le 24 février à Vendôme, la guillotine est montée durant la nuit sur la place du Champ de Foire de Lillette, actuelle place de la Liberté. Joseph Rougier et Marie Auguste arrivent à la prison de Vendôme vers 6 heures du matin. Le greffier leur annonce le rejet de leur recours en grâce. Peu avant 8 heures, les condamnés arrivent en voiture à l'échafaud. Tétanisé, Joseph Rougier doit être porté. Il est le premier à passer, le couperet s'abat à 8h05. Marie Auguste voit la tête de son amant atterrir dans le panier sans manifester la moindre émotion. C'est désormais son tour, elle n'oppose aucune résistance et meurt guillotinée à 8h07.